Bienvenue à toi dans cette série de vidéos sur le design. Je t'invite à aller voir la vidéo précédente et carrément aller voir la première si tu prends la série en cours de route. Allez, bonne vidéo. Deuxièmement, on rassemble, on collecte toutes les informations sur le terrain. Ok, pour le contexte humain, on est pas mal. Maintenant, il va nous falloir réunir des informations sur le terrain même, sur le lieu lui-même. Et pour ça, on va utiliser le super site de Géoportail. On peut voir l'utilisation des outils Géoportail, donc à savoir mesure de distance, là, mesure de surface et le profil altimétrique qui va nous servir. Ensuite, on va le voir. C'est un super outil. Pour chaque point que nous allons aborder à présent, je vous donne là les outils qui permettent de réunir les informations. Mais ne vous inquiétez pas, on approfondira comment aménager tout ça au chapitre 4 et 5. Alors en effet, grâce à Géoportail, on peut avoir des informations sur la topographie du terrain, qui est très importante pour les pentes, connaître un peu nos expositions, etc. Très important, les courbes de niveau. Ces courbes de niveau qui vont nous servir pour étudier la pente de notre terrain. Donc à chaque fois que je recueille une donnée, je l'inscris sur mon plan principal de travail, à savoir ma carte cadastrale. Ce qui est important avec les pentes, c'est que d'abord, l'ensoleillement ne va pas être le même en haut ou en bas d'une pente. De même que l'humidité va avoir tendance toujours à redescendre. Les poches de gel aussi, donc le froid en hiver. Et enfin, évidemment, le degré de la pente va déterminer si la mise en place de nos cultures va être évident ou pas. Ensuite, on peut voir que je mets des petits points rouges et noirs un peu partout. Là, en bas à gauche, c'est le point culminant du terrain, ce qui me paraîtra intéressant de savoir pour pouvoir travailler ensuite la gestion de mon eau. J'aimerais ne pas avoir de moyens motorisés pour l'eau, donc la faire descendre par gravité. Donc forcément, d'avoir le point culminant, c'est important. De même que d'avoir les différentes hauteurs sur mon terrain. Nous allons aussi avoir des informations sur la géologie, à savoir la roche-mère, le type de sol et donc adapter nos cultures au sol que nous avons. Donc je mets ça sur mon plan encore une fois et grâce à quelques recherches internet, je peux déterminer la nature de mon sol, à savoir des sables et des argiles pour mon cas. Il y a une autre technique pour déterminer la granulométrie de notre sol, à savoir sa texture. C'est de faire le test du bocal. Je vous en fais un schéma rapide parce qu'il y a déjà plein d'exemples sur internet, je ne vais pas m'attarder là-dessus. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on peut déterminer nos proportions d'argile, limon et sable grâce à ce tableau. Et ensuite, il nous suffit juste de mettre un petit papier pH avec une eau neutre évidemment, il faut tester l'eau avant, pour avoir le pH de notre sol. Ensuite, sa porosité est très importante, sa couleur aussi. S'il y a des galeries de vers de terre, si il est foncé, s'il est plutôt rond et pas lisse ou saillant, la présence de micro-organismes ou de macro-organismes comme les vers de terre, évidemment, nous indiquera la qualité de notre sol. Plus il y en a, au mieux c'est. Il faut se dire qu'un sol, plus il est noir, plus il sent bon, plus il est léger, avec une texture de semoule, et plus il y a d'êtres vivants et que ça grouille dedans, au mieux c'est. Pour creuser l'analyse de notre sol, et ce qui est indispensable, nous allons faire appel aux travaux de Gérard Dussert, qui est un génie, qui a inventé la classification des plantes bioindicatrices, à savoir le fait que chaque plante pousse dans certaines conditions, et donc en connaissant ces conditions, on peut voir ce que nous indique la plante sur notre sol. Par exemple, là, en l'occurrence, la plante nous indique un sol sableux ou trop mince, voire absence de sol, destruction des argilo-calcaires.
plantes poussant sur des sols brûlés par le soleil ou manque de couverture, sol à fort potentiel hydrique et microclimat chaud. C'est très complet comme analyse. Si vous ne comprenez pas ce vocabulaire, vous allez l'apprendre petit à petit, ne vous inquiétez pas. Et je vous conseille vraiment d'acheter ces bouquins. Ils coûtent cher, mais c'est une aide très très précieuse. Et enfin, si vous ne savez pas reconnaître les plantes, il y a une application PlanteNet qui est géniale. Vous prenez une photo et il vous donne le nom de la plante. Alors d'abord, le soleil. Ça, c'est très important. On va noter le sud sur notre carte. Et ensuite, on va travailler sur les différentes inclinaisons du soleil en fonction des saisons. Vous pouvez pour ça utiliser des livres ou alors ces compas que je vous mets là. Ou alors ces deux logiciels ou ces deux sites internet qui vous indiquent et donnent pas mal d'informations. C'est très important pour l'aménagement futur. Je note mes zones ensoleillées sur mon terrain, sachant que moi la difficulté principale ça va être justement cet ensoleillement parce que c'est une forêt, donc il va falloir que j'éclaircisse à pas mal d'endroits. Ensuite, une petite recherche internet nous donnera très facilement les maximales et minimales des températures mois par mois. C'est important pour connaître nos périodes de gelée et notre saison de végétation. Donc winefinder.com nous donnera nos vents principaux. Donc sinon pour les vents, le mieux c'est d'observer, de demander un peu aux personnes alentour. Du coup, je note ça encore une fois sur mon schéma de travail et les petits dessins que vous pouvez voir à droite à gauche font partie de la séquence suivante. C'est pour vous donner envie de continuer. Et enfin, vous pourrez utiliser tout un tas d'outils pour créer un document complet sur l'étude de votre climat spécifiquement chez vous. Pour les flux d'eau, seule l'observation de votre terrain tous les mois, toute l'année, vous aidera et vous donnera des indications. Donc vous les notez pareil sur votre plan de travail. Vous notez là, moi au milieu, j'ai un ruissellement sur les grosses pluies, comme une eau qui jaillit de la terre, et du ruissellement sur la grosse pente principale, les flèches en pointillés que vous voyez, et en bas une poche humide et une poche potentiellement de gel pour l'hiver. Alors là, on sort du contexte climatique pour se concentrer sur le contexte humain, à savoir ce qu'il y a autour de notre terrain. C'est très important aussi. Et là, on peut voir que moi, ma problématique principale, ça va être la monoculture et donc les pesticides, la chimie déversée. Il peut y avoir tout type de problématiques liées à notre entourage, hein. Ça peut être une usine, ça peut être un risque incendie, ça peut être une autoroute qui passe, du bruit, ça peut être tout et n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, notez bien ça autour de votre terrain. Allez, c'est un peu long, mais c'est bientôt fini. Enfin, on va noter tous les réseaux qui passent autour de notre terrain, à savoir l'eau et l'électricité principalement, et nos chemins d'accès qui sont déjà reconnus au niveau du cadastre. Et puis ensuite, on travaillera sur des chemins d'accès possibles ou non à mettre en œuvre. On termine avec les mesures. On prend toutes les cotes partout de notre terrain. Ça nous aidera vachement aussi. Le dernier élément de toute cette collecte d'informations, ce sera les éléments existants. On peut voir là que j'entoure tous mes grands arbres parce que je veux en garder un maximum. Je vais aménager mon terrain de façon à ne pas perdre ces grands arbres. Mais dans l'exemple, comme la plupart du temps dans un design on part d'une prairie, je ne vais pas aborder le sujet profondément, mais par contre on en reparlera à la fin du design. Donc, point très important, faites avec les éléments déjà présents sur site, essayez de les améliorer plutôt que de faire table rase et de repartir de zéro. Et enfin, on synthétise un document qui répertorie tous les éléments qu'on vient d'aborder et de voir sur un seul et même document unique.
quand j'ai terminé tout ça, je mets mes calques bout à bout les uns sur les autres et ça me permettra finalement de pouvoir travailler sereinement et de pouvoir créer le début de mon design. Ça y est, on va passer au dessin grâce à toutes ces données qu'on a récoltées. On va pouvoir commencer à travailler. Et à travailler surtout de manière logique puisque nous savons exactement à chaque endroit du terrain ce qui se passe, l'ensoleillement, l'eau, etc. Tout ce qu'on vient de voir. Et on va pouvoir déterminer l'endroit précis de chaque élément grâce à ces précieuses données. Alors soit vous travaillez comme moi sur un logiciel de dessin basique qui a des calques, ou soit vous faites des vrais calques sur papier, ça marche très bien aussi. Les deux écoles sont bonnes, mais l'essentiel c'est de pouvoir superposer tous les éléments. Ben voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et d'aller voir surtout la vidéo suivante de la série. Allez, ciao ciao!